Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Cinéwatch, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission cinéma de Watch TV. On va comme chaque semaine parler de l'actualité, parler des sorties de la semaine, et on va parler cinéma, et on va s'amuser en parlant cinéma, et on va s'engueuler en parlant cinéma, en compagnie, en bonne compagnie, honneur aux dames, hein, si ça t'embête pas, avec Sarah Nguinbouz de Duno The Movie. Oui, c'est ça, bonsoir. Ça va Sarah? Bah ouais, et toi? Bah oui, c'est un plaisir, ça faisait un petit moment. Bah c'est ma première depuis la rentrée là. Bah écoute, oui, c'est vrai que la dernière fois... En fait, en général, toi, dès qu'il y a un Marvel, t'es là. Un film de super-héros. Un film de super-héros, c'est ça, ton petit péché mignon. C'est ça. Et Julien Dugois de Avoir à lire. Exactement. Voilà, bon, toi, c'est pas ta première de la saison. Non, je commence à devenir un habitué. C'est ça, exactement. Bah écoutez, on va attaquer, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir cette semaine, et on va tout de suite commencer par les news. Voilà, on marque une toute petite transition et on se retrouve. Et on va commencer par les 3 news de la semaine qu'on a choisi pour vous. Et la première, c'est un monument du cinéma français, Henri-Georges Clouzot. Le cinéma français fête le centenaire de sa naissance en grande pompe, avec beaucoup de choses. On va commencer tout d'abord par un événement qui va se passer au cinéma, c'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Tous les films de Clouzot ressortiront au cinéma le 8 novembre prochain. Voilà, donc l'occasion de revoir des classiques comme Le Corbeau, comme Le Salaire de la peur, Les Diaboliques, Quai des Orfèvres. La liste est longue. Ouais, que de bons films. Si tu devais choisir un Clouzot, ton préféré? Peut-être Les Diaboliques quand même. Ouais, j'aurais tendance à dire pareil en fait. Ouais, le problème de Clouzot, c'est quand on dit c'est son meilleur film, on a toujours l'impression de trahir les autres. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Problème. Bah, si je le sois choisi, c'est aussi parce que j'ai vu Le Salaire de la peur sur grand écran l'an dernier, alors que Les Diaboliques, je crois ne l'avoir jamais vu sur grand écran, donc il faut que je le voie. C'est franchement un film important. Exactement, Si en vous... tout cas, voilà, n'hésitez... Voilà, oui. C'est l'occasion de se rendre compte que David Fincher n'avait rien inventé. C'est pas faux. On voit d'ailleurs notre cher Clouzot avec son chapeau et sa pipe. Voilà, donc tous ces films, La Sincère habite au 21, donc je disais Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Le Salaire de la peur, Les Diaboliques, Manon, très beau film Manon. Et il y a également des films beaucoup moins connus de Clouzot, vu que c'est une intégrale qui ressort au cinéma, comme Miquette et sa mère, qui est l'unique comédie qu'a fait Clouzot, Le Mystère Picasso, La Prisonnière, voilà, beaucoup de films, La Vérité. Clouzot a été quand même le seul réalisateur à réussir à faire bien jouer Brigitte Bardot. Donc voilà. C'est dur. Mais quelle méchanceté. C'est dur. Ça va, Brigitte Bardot, c'était pas Marilyn Monroe non plus, question de talent. Je suis sûr, Alette Rodegard est en train de pleurer. Hein. Oui. Bah, Et alors, Benjamin, notre réalisateur, m'a un petit peu devancé. En plus de Clouzot au cinéma, il y a Clouzot en vidéo. TF1 Studio sort un gros coffret avec quasiment tous les films de Clouzot en DVD. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est à l'heure du Blu-ray, c'est des DVD. Mais voilà, ils sont quasiment tous, à l'exception de La Vérité, le seul film où Brigitte Bardot. Enfin bref. Voilà. Et L'enfer de Clouzot. il y aura l'enfer, il est dans le coffret, l'enfer d'Henri-Georges Clouzot. Grand écran. Alors lui non, malheureusement. D'accord. Et c'est où? Mais... ça passe un peu partout ou de... Dans les cinémas malheureusement ça, c'est un peu toujours pareil, le cinéma patrimonial, ça dépend des cinémas qui veulent bien les programmer. Et TF1, en plus du coffret, sort 2 rééditions donc Les Diaboliques et Le Salaire de la peur, des éditions collector avec Blu-ray DVD, de très belles éditions. Je pensais pas dire ça un jour, mais merci TF1. C'est ça. Donc voilà, donc tout ce qui est vidéo, le coffret et les rééditions, c'est déjà disponible parce que ça sortait le 24 octobre. Et donc pour les films au cinéma, ça sera le 8 novembre. On enchaîne avec la deuxième news, c'est une double news, c'est 2 news qui concernent des biopics. Et le premier, c'est Renée Zellweger qui va interpréter Judy Garland au cinéma. Oui, dans un biopic qui sera consacré à la fin de la vie dramatique de Judy Garland. Voilà, on sait que l'actrice du Magicien d'Oz n'avait pas très bien fini, mort par overdose, etc. Le Last Days. C'est ça. Donc voilà, je sais pas. T'imagines toi Renée Zellweger en Judy Garland?
Bah, je l'imagine Ça plus donnerait en ça. grand chose. Renée Zellweger, là, ça sent l'ambition Oscar. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, De toute façon, effectivement. la farce. La tentative de retour. Ouais. Et qui Ouais. réalise le film? Alors c'est un certain Rupert Gold qui avait fait un film qui s'appelle True Story. Voilà, le tournage commence en février 2018. Et alors, puisqu'on est dans les biopics, j'avais envie d'évoquer également le nouveau biopic de Christian Bale, Ah, qui s'est de nouveau transformé en gros monsieur. un peu de Pour respect jouer. pour les gros monsieur. Après avoir joué les squelettes dans The Machinist. C'est ça. Ouais, Non mais alors là c'est très étonnant parce que c'est un biopic consacré à Dick Cheney. Alors je vous cache pas que j'ai du mal à voir qui ça va intéresser. Dick Cheney, Les c'était Républicains. C'est ça. Dick Cheney, pour info, donc c'était l'ancien vice-président de George W. Bush. Le film sera réalisé par Adam McKay, auteur de ce monumentalement chiant The Big Short, pour Ah ceux oui. qui l'avaient vu. Ah, c'est son Ah, seul voilà. bon film, toi t'es dingue. Détesté, The Adam Big McKay. Short. Ah non mais c'était une torture ce truc. Ah, c'était horrible. C'était une torture. horrible. Le mec il avait fait le Loup de Wall Street mais version somnifère quoi. Les inserts de Guesta, je suis dans mon bain, je t'explique la bourse. Ah, Oui, c'était- et c'était génial parce qu'elle t'expliquait, on fait une petite déviation, mais c'est vrai qu'elle expliquait en gros le film pour ceux qui ne le comprenaient pas et on Ouais. comprenait pas ses explications, donc Non. on passait doublement pour un con. C'était juste insupportable de prétention quoi. Enfin, Non, c'était. Moi, je trouvais C'était ça naze. intéressant dans le didactisme, où justement, ils auraient pu faire un film réellement chiant. Enfin, et ils l'ont fait. Non. C'est ça qui est beau. alors Non, que mais- ces comédies qu'ils faisaient avant, je trouvais ça ridicule. Ouais, ça, oui. Mais bon, en tout cas, voilà, donc pour ceux que la vie de Dick Cheney intéresse, voilà, il va y avoir un biopic sur lui. Il y aura également Amy Adams, Steve Carell et Bill Pullman dans le film. Ah, que des intéressant. gens qui t'emballent. Hein. Et on va terminer par la troisième et ah bah tiens voilà une image du tournage avec ce cher Christian Bale voilà. Et la dernière news de la semaine, alors celle-là elle est quand même juste magique, c'est Michael Bay qui va produire un film live sur Dora l'exploratrice. Et là, mesdames et messieurs, de Transformers à Alors Dora. là, ça va exploser Ah, c'est- de partout. J'ai tellement hâte de voir ça. ça je va serai être- dans la salle. Ça va être épique, je sais. Ah ouais. Ça va être magnifique. Alors, ce qui est génial, c'est que donc lui il va le produire. On ne sait pas encore s'il va le réaliser ou pas pour l'instant. Apparemment, il est juste question qu'il le produise. Ce qui est génial, c'est que sa Dora, lui, elle aura 15 ans et elle vivra pas dans la nature. Ce qui pour moi était le concept de Dora. C'est-à-dire D'accord. qu'elle était petite et qu'elle vivait dans la nature. Bah, pas la sienne, elle vivra en plein milieu de je ne sais plus quelle ville des États-Unis. Et, San Francisco, je et crois. est-ce qu'elle sera schizophrène elle aussi pour parler à un singe et à une carte? Est-ce qu'elle parlera au public va aussi prendre de la drogue, des je robots. pense. Ou à des Ah robots? oui. Voilà. Donc, non, mais là, Michael Bay nous a fait la semaine, donc merci Michael. En fait, moi, c'est pas Dora qui m'intéresse, c'est vraiment la carte que je veux voir dans ce film-là. C'est où est la carte? Elle arrive, ça Non, va la être grande génial. question, c'est est-ce qu'il va faire exploser Dora? Parce que Michael Bay qui aime tout faire exploser, ça se trouve, il va faire exploser Est-ce Dora, que ce les sera en animaux, la 3D? forêt. Ça- C'est ça. Et tout ça en live action, si c'est pas beau Ça quand va même. être génial, non, ça je veux le voir. Magnifique. Donc, sortie prévue en 2019. Voilà. Eh ben, Avant d'attaquer le programme de la semaine, on va quand même faire un rapide passage par le box-office quand même. Je vais juste regarder si on a des petits tweets. Donc, on a des tweets de Miss Bobby qui, dit « Coucou copine », donc voilà, ça c'est Salut. pour toi, et qui kiffe ton t-shirt. Ben oui. Voilà. Et qui kiffe aussi Dora l'exploratrice version Michael Bay. Apparemment, elle est comme une dingue comme toi. Elle dit que Dora sera badass. On ira le voir ensemble. Voilà. Juste un petit mot du box-office avant d'attaquer les films de la semaine. Le Sens de la fête, le nouveau film de Nakash Toledano, grand vainqueur encore cette semaine. En deuxième semaine, le film a fait 507 000 entrées et vient d'atteindre le 1,7 million. Oui, mais c'est mérité. Ce que Oui, c'est mérité. C'est pour l'instant on n'est pas encore à des chiffres c'est dignes pas encore astronomique, hein, non c'est plus. pas astronomique, Donc, non, ça sera pas intouchable, ça sera peut-être pas Samba d'ailleurs non plus, qui avait Ouais. fait 3 millions si ma mémoire est bonne. Ouais. Mais le film a eu une progression de 17% je crois cette semaine, donc il a un boom, je pense, dû aux vacances. Bouche à homard. Le bouche à homard. Le bouche à bouche à oreille. homard, si. C'est les... Pardon. C'est Knock qui restait là. C'est ça. Oui, le bouche à oreille fonctionne. J'étais encore au cinéma tout à l'heure et il y avait une séance qui était complète pour ce film-là. Ah bah voilà, Donc, comme quoi. Bon bah.
Comme quoi, non, mais avec les vacances scolaires, c'est vrai qu'il peut avoir une petite montée. Le deuxième de la semaine, c'est également un film qui était déjà là la semaine dernière, c'est Kingsman 2 avec 494 000 entrées. Il vient de passer le million d'entrées, il en est à 1,1 million. Lui, il n'est pas en progression par contre pour le coup. Contrairement à L'école buissonnière. Alors là, ça me surprend. C'est le film qu'on avait oublié, qui était passé inaperçu, etc. Et là, d'un coup, il vient de faire un boom de 13% avec 395 000 entrées. Du coup, il monte à 747 000 en 3e semaine. Ça m'étonne pas. Moi, ça me fait penser au film La Belle et Sébastien, tu vois, que tu vois passer. Tu te dis, mais ils en font encore un. C'est ça. Parce que ça marche. C'est la sortie. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il s'est planté à sa sortie et qu'il se met à marcher 3 semaines plus tard. C'est un peu le truc particulier quand même. C'est vrai que c'est curieux quand même comme carrière. Alors, par contre, les nouveautés de la semaine sont derrière. Et pour cause, les nouvelles aventures de Cendrillon, 347 000 personnes sont allées voir ce... ou plutôt cette... Enfin, bref, oui, on a compris. Voilà. Seulement 279 000 entrées pour Knock avec Omar Sy. Un bon petit flop de Derrière les fagots pour un film qui est un bon gros flop de Derrière les fagots. Je m'attendais à mieux parce que quand je suis allé le voir, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Je me suis dit ça... Bah, t'étais dans la seule salle où il y avait du monde. Oui, c'est peut-être ça, mais je me suis dit ça brasse toutes les générations, ça brasse les petits vieux qui aimaient bien Knock dans les années 50, et ça brasse les jeunes qui sont contents de voir Omar Sy. Et... Bah, du coup, Omar Sy ne fait plus recette, et ça, c'est surtout que le film... En fait. Bah oui, puis c'est pas bon, enfin, je veux dire, autant revoir la version avec Louis Jouvet. Le film est fondamentalement mauvais, c'est un très mauvais héritage du... Ouais. Et bah, puisqu'on est justement dans un ancien film dans un héritage, voilà, je cherchais le mot, juste un mot pour dire que Blade Runner 2049 vient de passer le million d'entrées. Donc voilà. Et Le Monde secret des emojis a fait 258 000, c'est-à-dire lui aussi ça ne marche pas des masses, voilà, je le précise vite fait. En même temps, ça fait un moment qu'il est sorti aux États-Unis. Je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de... Oui, mais après, je sais pas trop qui ça intéresse. Je pense pas que les enfants regardent sur Internet si ça a cartonné aux États-Unis avant de dire non, maman, il n'y a pas allé voir les emojis. C'est vrai. C'est pas forcément. Non, mais après, ceci dit, effectivement, les vacances scolaires commençant, effectivement, Le Monde secret des emojis peut lui aussi. Mais il y a My Little Pony qui fait concurrence. Il est même pas dans les 10 premiers. Je crois qu'il est un peu désastreux celui-là. Ouais. Je sais pas, j'en ai eu des bons retours, mais elle avait 5 ans, donc... non, là... Bon, on va marquer une petite pause et on va tout de suite se retrouver pour les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, on va tout de suite commencer par le film un peu poids lourd de la semaine, on va pas se mentir, c'est Thor Ragnarok, le nouveau Marvel réalisé par Taika Waititi. Je suis fan absolu de son nom, ce mec, hein. Je le dis, je suis désolé, mais un mec s'appelle Taika Waititi, déjà t'as juste envie d'aimer ses films. Il avait réalisé Vampire en toute intimité pour le resituer. On va tout de suite regarder la bande-annonce et on va en reparler parce que Sarah bouillonne de parler de Thor. Et en fait, on va avoir la bande-annonce dans à peu près 30 secondes. Donc Thor, juste pour rappel quand même le casting, Chris Hemsworth évidemment qui revient en Thor, Tom Hiddleston qui revient en Loki. On a également Cate Blanchett, on a Mark Ruffalo et surtout je cherchais Jeff Goldblum. Ah oui. Et Jeff Goldblum. On regarde la bande-annonce, ça y est, elle est prête. Je sais ce que vous pensez. Comment c'est arrivé? Eh bien, c'est une longue histoire. Asgard est morte. Salut. Qu'as-tu apporté cette fois? Un adversaire. Que le spectacle commence.
connaît bien. C'est un collègue de travail. Oh, c'est pas vrai. Ça marche quand même, hein. Ça marche cette musique. Petite excuse, c'était l'abondance française qu'on avait. C'est une petite erreur de notre part parce qu'on n'est pas très VF en général dans cette émission. Thor Ragnarok, le très coloré Thor Ragnarok, parce que quand on voit l'affiche quand même, on peut juste régler sa télé dessus. Qui, Sarah ? D'accord. Alors, Thor, c'est le 3e film de ce héros. C'était un peu le défi, quand même, de vraiment proposer un univers très différent. Faut quand même rappeler que le premier Thor était vraiment sympa en origin story, mais un peu niais, un peu mignon, un peu posé là. On s'est dit, mauvais. On présente le personnage, on met une petite romance derrière et ça passe. On attend Avengers. Le 2 a été un peu plus... un peu moins bien reçu. C'était encore un bon divertissement, mais ça restait quand même assez superficiel. Et c'est surtout le film qui portait le héros, à savoir on visitait, on découvrait son univers, etc. Mais au final, le héros, on n'en savait pas grand-chose. Là, dans Thor Ragnarok, c'est l'inverse. C'est dur. Donc là, c'est l'inverse. Là, on découvre vraiment un film solo sur un personnage. On découvre vraiment qui il est, l'histoire d'Asgard vue d'une autre façon. On fait vraiment table rase en fait de ce qu'on avait vu précédemment et de façon un peu radicale, on va dire, pour rien spoiler. Et on part vraiment sur des bases différentes. Donc effectivement, c'est un film qui est blindé d'humour. Moi, je craignais un humour un peu gag comme Les Gardiens de la Galaxie. Là, on se rend tout de suite à l'écriture de Taika Waititi. Que là, on est vraiment sur quelque chose de plus dynamique, qui se fait plus dans l'échange, dans les relations entre les personnages, les comiques de situation. Et ce, dès les premières minutes, on se marre. Donc voilà, on est sur un film, on est vraiment sur la comédie qui divertit, qui est explosive et qui répond en fait au cahier des charges Marvel. Mais moi, j'ai eu un petit problème là-dessus. Voilà, tu me connais, moi, je suis assez fan de Marvel, ça se voit. Non, je rigole. Tout à fait. T'es fan de super-héros. C'est vrai que t'es un peu notre experte super-héros quand même. Hein. Super-héros en Chute, sur le marché quand même. Mais du coup, voilà, ça fait un moment que Marvel Studios nous balance plein de nouveaux personnages ou des suites de personnages qui restent quand même assez récents, que ce soit Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, les Gardiens de la Galaxie, etc. Et là, en fait, moi, je me disais, on approche de Civil War. Thor, on l'a pas vu. Infinity War. Je t'avais dit que c'était sûr. Depuis tout à l'heure. C'était sûr. On approche d'Infinity War et Thor, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Ils nous ont teasé une enquête sur ces visions qu'il avait eues dans Ultron, etc. Et je m'attendais vraiment à quelque chose qui amorcerait en fait enfin Civil War, parce que Infinity War, décidément. et en fait, pas du tout. Le film est très tourné sur le passé. Il fait vraiment l'effet de vouloir faire pansement sur le monde des ténèbres, donc Thor 2, en voulant corriger ce qui avait été raté dans celui-là. Donc du coup, on reste vraiment sur un film qui va faire pas mal de références aux films précédents, que ce soit les premiers Thor ou même Avengers, surtout avec la relation entre Thor et Hulk, qui est génial d'ailleurs en passant. Enfin, les deux depuis le début nous teasent une bromance qui là du coup explose et c'est vraiment génial. Et puis aussi avec Thor et avec Hulk et Loki qui se retrouvent depuis une certaine scène, et donc là ça donne vraiment des moments qui sont vraiment sympas mais qui regardent en arrière au final. Donc voilà, pour moi le film mais ne fait pas progresser. Voilà, il marche très bien, mais il fait pas progresser le MCU. Et c'est quand même ce qu'on reproche, en tout cas moi ce que je reproche au film Marvel, c'est qu'il cartonne tellement, comparé aux films de Warner et de la Fox, faut dire ce qu'il y a, que du coup j'ai l'impression qu'ils se reposent vachement sur leur laurier et qu'ils restent sur quelque chose de trop light, alors que là ils ont vraiment quelque chose de lourd qui arrive, et moi j'en ai marre qu'on me tease des petits bouts de Thanos. J'ai envie de le voir, quoi. C'est bon. Oui, c'est vrai que le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, là on a vraiment l'impression d'avoir une petite parenthèse, voilà, c'est un film parenthèse
parenthèse à côté, voilà, tout ça. Bon, ça fait ça. C'est vrai que les films font généralement en avance. C'est des films qui se pensent comme des films individuels. Celui-là, il est à part. Mais tous sont à part, justement. Non, parce que les autres, non, elle a raison, Sarah. Les autres font quand même systématiquement progresser l'intrigue de film en film. Si tu les Avengers, tu regardes Spider-Man Homecoming, tu regardes Ant-Man, tu regardes même Doctor Strange. Spider-Man, c'est différent. Il n'est pas dans les Avengers pour l'instant. Pour l'instant. Oui, mais donc du coup, il n'avait pas de raison de faire progresser l'intrigue. Et puis surtout, Spider-Man, c'est un peu un film qui est un peu à part à cause de l'histoire entre Marvel Studios et Sony. Donc c'est vraiment une exception. On pose les bases, on essaie de faire mieux que ce que faisait Sony, mais on sait pas trop où ça va nous mener. Et pareil pour Ant-Man, il y a eu quand même un gros problème de réalisateur juste avant que le film commence à être filmé. Donc pareil, il devait être en début de phase et finalement ils l'ont placé en parenthèse entre deux phases. Donc, mais si tu regardes vraiment les films entre la phase 1 ce Thor est similaire à cela. C'est juste un film qui est là pour nous faire patienter. Ce sera très probablement la même chose pour Dark Panther. Dark Panther ne fera... Black Panther. Black Panther. Dark Panther. Non, Black Panther. Qu'est-ce que j'ai dit? Dark. J'ai dit Dark Panther, ouais. On a Civil War, Dark Panther. Non mais... Black Panther. Non mais là pour le coup... Non mais là pour le coup, là où effectivement je rejoins ça, c'est que quand tu regardes les Captain America, par exemple, ça fait quand même avancer Avengers, etc. Parce que... Enfin voilà, tout est un peu connecté. Celui-là, t'as un peu l'impression que c'est un peu déconnecté du reste. On fait une petite. Il y a aussi une chose, c'est que le dernier Captain America, si tu parles de Civil War, on parle bien de Civil War, n'est pas un film pensé comme étant un film individuel. Il aurait pu s'appeler Avengers 2.5. Ouais. Tout à fait. C'est la différence. C'est Marvel fait des films les uns après les autres et de temps en temps réunit ses personnages. C'est pas des films pensés. C'est pas des films pensés pour être les uns à la suite des autres, pour faire avancer une histoire d'un épisode à l'autre. Si, justement, c'est ce que tu aimerais que ce soit, mais ça n'est pas ce que c'est finalement. Depuis Civil War, il y a de temps en temps des films où ils réunissent, mais les films où ils ne réunissent pas sont des films à prendre individuellement. Non, mais je comprends tout à fait, c'est juste que depuis Civil War, on je ne défends pas Marvel, je suis pas un fan de Marvel, mais celui-là, j'entends ce que tu veux dire, c'est vrai que moi aussi j'aurais... En fait, comme je peux pas en placer une, non. Voilà. Oh bah je t'ai laissé parler, écoute. Vas-y alors. J'entends, non mais je veux dire que j'entends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi aussi j'aurais peut-être aimé qu'ils trouvent une des pierres de l'infini et puis voilà, que ce soit le but de l'intrigue. Bon bah là c'est pas le cas. C'est un truc qui t'avait gêné, toi. Il y avait pas un truc qui t'avait gêné justement autour de ces pierres? Bah là on est en train de spoiler le film. C'est vrai, donc on va peut-être changer de sujet. Bon. Alors, rectification, il y a une pierre de l'infini dans le film. Voilà. Il y en a même deux. Alors, avant de te demander toi du coup ce que t'en as pensé, on a Miss Bobby qui nous dit que ça sera sûrement l'une des meilleures comédies de l'année, le one-man show de Thor en fait. Donc elle dit quelque part on s'en fiche de l'histoire. Et on a Daniel qui nous dit que un Marvel comme il les aime, merci les Gardiens de la Galaxie. Non. Et là pour le coup... Ah là je suis pas d'accord. Moi j'en arrive justement... Enfin moi en tout cas c'est ce que je pense. Je trouve que ce que j'ai aimé dans ce Thor là, c'est que Marvel se faisait une petite... Les Gardiens de la Galaxie, ça a cartonné dans le monde, tout le monde a aimé le côté fun, le côté léger, le côté drôle, le côté rétro. Ils se sont dit, puisque ça marche, autant amener ça dans Thor, parce que s'il y a bien un super-héros dans leur univers qui est une caricature de super-héros, je veux dire, Thor c'est une caricature, les cheveux longs, machin, les muscles, il avait tout pour être parodique, il avait tout pour être auto-parodié. Et effectivement, je suis d'accord avec que ce soit avec Fanny ou avec Miss Bobby ou Daniel. Effectivement, moi je trouve que Thor c'est une super comédie et ça lorgne vers les Gardiens de la... Ceux qui aiment les Gardiens de la Galaxie vont aimer Ragnarok. C'est pas le même humour, comme tu disais. Et pourquoi j'apprécie ce Thor, enfin pourquoi même ce Thor est meilleur que les deux premiers, c'est parce que l'humour et l'action sont mieux équilibrés. Rappelle-toi, dans le premier Thor, à chaque fois que tu avais une scène d'action, il y avait un gag. Une scène d'action, un gag. Et l'action marchait pas, puisqu'il y avait ce qu'on appelle le comic relief, qui empêchait l'action de se créer. Là, il y en a moins. Il y en a un petit peu, mais il y en a moins. Les scènes d'action fonctionnent, parce que les scènes d'action sont pas un gag sur un plan sur deux, quoi. Bon, en tout cas, on est tous d'accord que c'est très drôle. Ça, au moins, c'est un point qui nous réunit tous. C'est très drôle. C'est un très bon divertissement. Moi, c'est... Autant je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est juste que ça fait beaucoup... En fait, ça commence dès le début.
Et ça se ralentit vraiment en partie de film quand Hulk arrive et qu'on passe vraiment un peu aux choses sérieuses. Et c'est vraiment ce qui m'a rassurée. L'arrivée de Hulk, c'est vraiment la partie qui m'a rassurée parce que jusque-là, autant je me suis marrée, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était tellement étonnant. Surtout qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de comparaisons qui sont avec les Gardiens de la Galaxie. D'un côté, on a Star-Lord qui fait des vannes à toutes les 2 minutes. Là, c'est pas une question de vannes, c'est vraiment du comique de situation, voilà. des répliques. C'est beaucoup plus dynamique que là, c'est Gardiens de la Galaxie. C'est pas des réparties, c'est un humour de situation. C'est pas du tout la même chose. Mais après, effectivement, je suis d'accord, il est très drôle. Je sais pas, non, moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait un esprit commun avec les gardiens. Je veux dire, il y a le côté, on sent le côté vintage, il y a le côté plus mature. Ils ont pris quand même une partie des recettes, pour moi, des Gardiens de la Galaxie quand même. C'est le fait d'être passé à un humour plus mature. Et peut-être que j'ai l'impression que Marvel a conscience que ceux qui regardaient leurs films il y a 10 ans, ont 10 ans de plus aujourd'hui. En même temps, ils font un Spider-Man Homecoming pour continuer à plaire à des gamins de 15 ans, mais ils se rappellent que ceux qui ont aimé le premier Iron Man, ont commencé à prendre de l'âge et qui ont besoin d'avoir des nouvelles blagues. Là, on a quand même Hulk à poil. Il y a Hulk à poil, quoi. C'est hors champ, c'est hors champ, mais elle est là, quoi. Voilà. Ouais. Bon, du coup, est-ce que... Oui. On n'a pas parlé de Jeff Goldblum. Jeff Goldblum qui est monstrueux dans le film. Parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était pour Indépendance des Résurgences. Ah là là. On a oublié. Là, il est génial. Il est génial. Et pour le coup, c'est vraiment un des très très bons ressorts comiques de ce film. Ouais. Il est absolument... il fait une espèce de show. Il est absolument... Mais il y a plein de gens bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Tessa Thompson, que j'ai trouvé très très chouette. Surtout que là, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Mais surtout que là, il y avait un mini défi à relever parce qu'il y a eu beaucoup de critiques quand elle a été castée pour le rôle par rapport à sa couleur de peau. Donc ça, c'est une chose, petit teasing, ils expliquent un peu pourquoi dans le film. Enfin, il y a une petite référence qui est faite, mais du coup, ils détournent un peu le personnage Valerie pour éviter la comparaison avec les Amazones de... Wonder Woman. Voilà. Donc du coup, j'ai bien aimé cette approche-là de Valkyrie qui était assez cool. Oui, parce que donc elle c'est vrai que c'est un personnage féminin qui est intéressant parce qu'on a Cate Blanchett donc en méchante qui est vraiment le personnage féminin central du film. En Loki femme. Voilà, en Loki femme qui pour le coup, elle est fonctionnelle quoi. Elle fait la méchante de service. Elle apporte pas non plus. Mais elle le fait pas aussi bien que Loki. Loki reste le meilleur méchant de tout le MCU. Quoi qu'il arrive, Loki c'est Loki, ouais. C'est vrai que je trouve qu'elle est pas bon. Ça aurait pu. C'est Cate Blanchett, ça aurait été une autre. Bon. Faut arrêter de se mentir. On va pas voir les torts pour Thor. On va voir les torts pour Loki. Moi pour le coup celui-là je suis allé le voir pour le Thor parce qu'en même temps rigolo ça me plaît. Oui. Surtout que là Loki s'est un peu fait voler la vedette par Hulk quand même. Oui c'est vrai. C'est vrai que là c'est pas peut-être moins Loki que Hulk qu'on retiendra. Mais encore une fois c'est pas Thor. Ce qui est peut-être parce que tu as raté la scène où il enlève son t-shirt. Et là... ça m'a peut-être pas fait le même effet, je reconnais. Tu vois, j'ai plus repéré Hulk sans pantalon que Thor sans t-shirt. Chacun son c'est sûr. Chacun son truc. Non mais du coup voilà, moi je trouve que c'est bien parce que Thor a enfin du second degré. Je trouve que c'est peut-être ce qui me manquait à Thor en fait jusqu'à présent. C'est du second degré quoi. Mais il est assumé cette fois, donc ça fait moins le Avengers clown comme ils le disent un peu parfois. Ouais. Là il est vraiment plus assumé, donc c'est pour ça que ça passe mieux. Bon, du coup on recommande quand même aux gens d'aller voir Thor. Très voilà, donc allez voir Thor. Très sympathique divertissement, très drôle. Mais qui ne fait pas avancer le MCU. Un plan de post-générique. Restez pour post-générique. Bien jusqu'au bout. 2 scènes, scènes post-génériques. Voilà. On va passer à l'autre film événement de la semaine, mais dans un univers complètement différent. C'est Au revoir là-haut, le nouveau film d'Albert Dupontel. Avec Albert Dupontel, avec également Nawel Pérez Biscaya. J'ai réussi d'une traite. Mais tu te lances des défis cette semaine. Je l'ai répété toute la journée. Avec également Laurent Lafitte, Nils Arestrup, Mélanie Thierry. Il y a quand même du beau monde dans ce film. Émilie Dequesne. On va tout de suite regarder la bande-annonce. Donc Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, adaptation du roman de Pierre Lemaître qui avait eu le prix Goncourt 2013. On regarde la bande-annonce. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. On parle d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Regardez!
Camille, ça fait 4 ans qu'il t'attend. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu veux disparaître. Il ne reste rien de lui. Si. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts. Il dit non aux vivants. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après? Il dit on se barre avec la caisse. Dans quelle branche êtes-vous? Toutes les branches basses. Au revoir là-haut, j'ai presque envie de dire le nouveau chef-d'œuvre d'Albert Dupontel. Qui veut que Julien, tu dis. Bah écoute, c'est parti. Albert Dupontel, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il avait un petit peu tendance à se répéter quand même dans ce qu'il faisait avant, dans ses comédies. Là, il fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. C'est une vraie fresque historique adaptée d'un roman, donc vraiment quelque chose auquel il n'avait jamais touché. En plus, un beau roman, tu l'as dit. C'est un beau roman. Oui, c'est une belle histoire. Et franchement, on retrouve son goût pour les mélanges de genres, et là, ça colle parfaitement. J'ai peut-être... Si j'avais été déçu, c'était justement par rapport à la bande-annonce qu'on vient de voir, qui nous vendait un truc un peu plus rock'n'roll que ne l'est le film. C'est peut-être... Ça avait été ma réserve au moment du film, mais bon, après coup, je me suis quand même rendu compte que ce que j'ai vu était très très bon. Non, moi j'aime beaucoup, les acteurs sont très bons. Faut rappeler que Albert Dupontel à l'origine ne devait pas jouer dans son film, il avait préparé le rôle pour Bully Lanners qui n'avait pas pu à la dernière minute. C'est vrai que ça aurait pu être fort aussi avec Bully Lanners, mais Albert Dupontel est un très bon acteur. Il n'y a pas grand chose à reprocher à ce film, franchement les scènes de guerre sont magnifiques, la vision des années folles est très belle, quoi. Quasiment tout a été fait sur fond vert, c'est quand même dingue, on s'en doute pas une seule instant quand on voit le film. Donc franchement la post-prod splendide, donc franchement très très beau film. Sarah, tu vas nous dire ce que tu en as pensé. Juste avant que tu nous dises, on a un petit point de tweet. On a Miss Bobby qui a également repéré Thor torse nu. Hein. Ça lui a pas échappé, elle aussi, voilà. Elle dit au passage qu'enfin Thor est moins chiant que d'habitude. Et on repasse donc sur le Dupontel. Et Daniel d'ailleurs nous dit que c'est le film le plus abouti d'Albert Dupontel. Il a su apporter sa petite touche d'humour qu'il fallait éviter pour verser dans le drame. Tout à fait. Oui. Tout à fait, et comme tu le disais, c'est vrai qu'il commençait un peu à se répéter dans ses films, et moi j'avais trouvé 9 mois ferme aussi cynique que le ton qu'il a habituellement, mais un peu trop sage. Et là je trouve qu'il s'est lancé un super défi, donc moi je suis complètement emballée par le film, j'ai adoré. Moi j'avais pas trop regardé la bande-annonce, je connaissais pas l'histoire, j'ai pas lu le livre. Donc les changements qu'il a fait par rapport au film, il nous l'a expliqué parce que j'étais à une projection où Albert Dupontel était là à la fin. Donc il nous a expliqué qu'il avait changé pas mal de choses. Mais je trouve que si on le reconnaît dans l'écriture et dans les échanges entre les personnages, dans les dialogues et dans cet univers un peu sur les différences sociales et sur l'après-guerre, etc., les différences que ça a pu creuser, là où il innove, c'est sur la partie mise en scène, la partie visuelle. Enfin, c'est un vrai spectacle, quoi. C'est théâtral, c'est ambitieux, c'est fou. Et surtout, j'ai envie de dire un nom, c'est Nahuel Pérez Vizcaya. Bien joué. En fait, on est tous très bons ce soir. Je suis tellement fan depuis 120 battements par minute. Moi, je l'ai adoré. On est tous d'accord qu'il aura le César du meilleur espoir. Hein. Il a intérêt, mais même moi, je me dis, pourquoi pas, soyons fous. Meilleur acteur. Meilleur premier rôle, meilleur second rôle, pourquoi pas? Sauf que normalement, maintenant, la règle des Césars, c'est ne plus donner le César, enfin de plus donner le même César espoir et acteur.
Et ben on enlève l'espoir, je pense que c'est plus un espoir, c'est un acquis là. Oui, mais bon. Autant lui donner celui-là et puis ça libère César. Non, mais il est génial, dans le film on le voit très peu parce que du coup il est blessé au niveau de la bouche, de la gorge, tout ça. Donc déjà ça c'est très bien fait parce que plutôt que de faire des effets spéciaux un peu foireux, la caméra est très inventive en fait pour éviter de montrer. Pour cacher en fait ce qui pose problème dans son visage, et puis surtout donc on voit quasiment que ses yeux, il parle très peu mais il dégage une présence à l'écran qui est extraordinaire, qui est vraiment extraordinaire. Moi je suis très fan de cet acteur. Il pique la vedette Dupontel à chaque fois qui sont tous les deux à l'écran, donc c'est très fort. Et le travail sur les décors, sur les costumes, sur les masques du personnage d'Edouard, c'est génial. J'encourage vraiment les gens à aller le voir, même si vous n'avez pas l'habitude de voir des films du Dupontel, ça a presque rien à voir, en tout cas visuellement, avec ce qu'il avait fait auparavant. C'est plus accessible quelque part. Voilà, ça s'approche du conte, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et puis la fin est géniale. Donc c'est pas la même fin que dans le livre, donc si vous avez lu le livre, vous pouvez vous permettre d'aller voir le film sans être spoilé. Voilà. Non, c'est vrai que et puis ça fait du bien de voir un peu des films ambitieux comme ça dans le cinéma français, parce que dans le cinéma français on n'a pas l'habitude de voir un peu ce genre de choses, ça fait du bien. Une vraie fresque. Et voilà, c'est une fresque romanesque extraordinaire. C'est comme tu dis, c'est un peu fou, c'est drôle, c'est très émouvant. Il y a que des bons acteurs. C'est ça qui est dingue. La petite gamine est absolument géniale. Le meilleur espoir. Lafitte est féminin qui ressort du film, parce que j'ai trouvé Émilie Dequesne et Mélanie Thierry un peu transparentes. Ouais, c'est leur personnage en même temps qui est un peu transparent. Et puis leur rôle à cette époque-là aussi qui fait que effectivement Laurent Lafitte est génial, et il a fait pas mal d'impro en fait dans le film. Il a fait en sorte que son personnage soit plus sadique. Et il réussit. C'est un des plus beau méchant de cinéma que j'ai vu depuis longtemps, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'on tient je dis bien l'un des meilleurs films français de l'année? Oui. Oui, clairement, je pense. Je dis pas parce que pour moi ça reste Visage Village d'Agnès Varda, mais non, on ne part pas sur ce terrain-là. Je peux me fâcher, je peux devenir tout vert, tu vois. Je peux devenir tout vert. Que j'ai mon nom générique de ce film, alors attention. Bon, en tout cas, c'est vraiment le grand film de la semaine. Et à la limite, est-ce que c'est celui qu'on conseillerait le plus? Ah oui. Carrément, parce que Thor, de toute façon, va attirer plein de monde. Donc, prenez votre temps et il sera encore en salle dans un mois. Voilà, jusqu'à au moins Star Wars, à mon avis, il sera encore là, je pense. On lui souhaite de marcher. Donc, allez voir là-haut. Pour une fois qu'il y a un film français qui est bon, foncez voir. Qui est neuf, qui propose vraiment quelque chose comparé ce qu'on va parler après. Aux nouvelles aventures de Cendrillon, tiens, au hasard. Là c'est le meilleur et le pire. Coexister, c'est quand même très drôle. C'est nul. Il n'y a aucune ambition, il n'y a aucune ambition, c'est peut-être rigolo, mais il n'y a aucune ambition dans Coexister. Non, on s'en fout de l'ambition, on veut juste que c'est une comédie, on veut juste se marrer. Contrairement à ça, c'est pas du tout la même cam. Mais c'est tellement mal écrit que. Mais non. Bon, bref. Mais c'est symptomatique du cinéma français, donc c'est un bon exemple. Exactement. Ah, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça vise parfaitement ce que ça voulait, c'est-à-dire une comédie super trash. Mais bon, on n'est pas là pour de toute façon débattre de Coexister. Que j'entends dire à chaque fois, moi le cinéma français, j'aime pas trop. Oubliez vos allez voir ça. Voilà. Ça, c'est vraiment le genre de film à voir, quoi. Tout à fait, avec du spectacle. Comme tu disais, je trouve que le mot spectacle colle très bien à ce film, c'est un spectacle permanent. On va changer complètement d'univers et on va tous s'engueuler très fort sur ce plateau, puisqu'on va passer à Logan Lucky, le nouveau film de Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, donc c'est le réalisateur de Ocean Eleven, mais pas que. Non, de Erin Brockovich aussi. De Erin Brockovich, de Che, c'était lui qui avait fait Che. De Magic Mike. N'oublions pas Magic Mike. C'est ça. Piégé, et de quelques petits films bien chiants aussi quand même, on va pas se mentir, il avait fait il a fait une expérience aussi je pensais à ça. Donc voilà, donc le Logan Lucky, c'est avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, et puis dans rôles plus secondaires, Seth MacFarlane, on a Katie Holmes, on a Riley Coff, on a un beau casting, mais bon voilà, le casting principal. Et comme je ne sais pas,
J'ai dit Riley Cook. Qu'est-ce que tu dis, toi? Et en même temps, j'espérais que personne me ferait chier. tu dirais comment? Je le dis pas, j'appelle pas. Je l'appelle Riley. Bon, on va tout de suite, en tout cas, regarder la bande-annonce de Logan Lucky. Un casse très spectaculaire. Hein. Non. Si. Non. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. You were just fired. I was let go for liability reasons involving insurance. The one-armed bartender. You need to show a little respect. Charlotte Motor Speedway. I know how they move the money. The only guy who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang. I am incarcerated. Yeah, we got a plan to get you out. The Coca-Cola 600 is the biggest race of the year. We need a computer whiz. I know everything there is to know about computers, okay? All the Twitters, I know them. They're gonna know what we want them to know. My life of crime is over. What? That is massively stupid. It's been handled. Oh, this is gonna be good. That looks like it hurts. I want everything on Jimmy Logan. I'm about to get naked. So no bacon. I said no bacon. You Logans must be. C'est ça la punchline du film. People say. People say that. Logan Lucky, donc ce film qui est absolument brillant. On va passer au film d'après. Bon, allez-y, lâchez-vous, allez-y. Ce film, c'est une apologie de la médiocrité, mais dans le sens mauvais du terme, c'est-à-dire qu'il prend des personnages médiocres dans un cadre médiocre, pourquoi pas, ça aurait été très drôle chez, je sais pas, les frères Cohen ou quelqu'un, des gens de cet acabit, sauf que là, la médiocrité se retrouve en fait dans le film lui-même. Donc, c'est du Soderbergh. Soderbergh a toujours fait la même chose. Il prend des formules qui existent depuis, qui ont déjà fait leur succès, avec des acteurs qui ont déjà leur succès et qui vont attirer le public. Et puis il refait la même chose. Là, sauf que là, en fait, ce qu'il reprend, c'est la formule de son film le plus connu, c'est-à-dire Ocean's 11. Et qu'en le mettant dans un cadre, ça aurait pu être l'antithèse d'Ocean's 11, sauf qu'à force de vouloir être trop Ocean's 11. Mais c'est un Ocean's 11 raté, alors que ça aurait pu être une parodie. Enfin, non, c'est mauvais. C'est mauvais. Oui, radicalement, c'est mauvais. Moi, j'ai du mal avec Soderbergh depuis un petit moment déjà. J'ai tendance à bouder ses films. Là, en plus, dedans, il y a Channing Tatum, donc ça me fout encore plus de boutons. Mais j'ai fait l'effort d'aller le voir quand même. Et du coup, moi, j'appelle sous l'impulsion de quelqu'un qui t'a dit que c'était génial. Voilà, c'est-à-dire toi. et moi, j'appelle ça l'Ocean's 11 chez les ploucs. En fait, donc effectivement, c'est un peu l'inverse du côté un peu glamour et luxe du premier Ocean's 11, mais voilà, en pas dynamique, en mou, avec une tentative d'approche sociale pathétique, un petit emprunt à Little Miss Sunshine, on ne sait pas pourquoi. La moitié des acteurs m'énervent, de toute façon, dans ce film. Toutes les scènes sont portés de quelque part, sont des emprunts de voilà, toute façon. Il n'y a rien, on n'invente rien. Déjà, Ocean's tout a été vu mille fois. Est une reprise d'un film qui existe déjà. Après Ocean's 11, déjà, il nous en a pondu deux autres qui étaient dans le même format. Et puis tous les films de braquage à l'anglaise, braquage à l'italienne, braquage à machin, braquage truc-muche, c'est toujours le même format. On fait un braquage de dingue, et puis à la fin, on te fait une espèce de ciseau où on dit, en fait, on a fait comme ça. Ah, j'ai cru que t'allais... Oui.
Non, j'avais pas. Mais du coup, ça, on l'a vu 1000 fois. Alors, ok, il l'assume à un moment donné dans le film, il te dit clairement. Mais on l'a vu 1000 fois. Enfin, je veux dire, Ocean's Eleven, il a quoi? Il a 10 ans. Mais Logan Lucky n'ambitionnait pas de faire du nouveau en même temps. Il n'ambitionne rien du tout, c'est ça? Mais je suis pas d'accord. Aucune ambition. Il n'ambitionne rien du tout. Il ne fait que répéter des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Même le film de Redneck, de toute façon, c'est un truc à la mode. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un anti-Ocean Eleven déjà. C'est un anti-Ocean Eleven dans sa qualité. Ça, on est d'accord. Ah non, ça je suis pas d'accord. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Je n'aime pas Steven Soderbergh. Je n'ai jamais aimé Soderbergh. Je n'aime pas son Ocean Eleven, 12, 13. J'en aime aucun. Mais là, pour le coup, je trouve que le gros point fort... Mais non, mais pour moi, le gros point fort du film, c'est que Steven Soderbergh a laissé de côté ce que je lui reproche depuis toujours, c'est-à-dire sa punaise de prétention. J'ai toujours trouvé que Soderbergh était un mec très prétentieux dans son cinéma. Pour une fois, sa prétention, il l'a laissé dans sa poche. Il signe un film qui est humble, un film qui est simple, et un film qui est juste sympathique et efficace à regarder. Et les personnages, moi, je les trouve très sympas, je les trouve hyper attachants. Caricatural. N'écoutez pas, il je suis pas d'accord. Artificiel. Heureusement, face à vos langues fielleuses, j'ai du soutien sur internet. On a Thomas Périllon qui dit Logan Lucky, pour une fois qu'une comédie régressive allie mise en scène et scénario sans verser dans le vulgaire, ça change de Kingsman. Totalement d'accord avec lui. Sans verser dans le vulgaire, la scène. Mais oui, le film n'est pas vulgaire. Qui se balade en mini-jupe. Mais c'est pas vulgaire. C'est moins vulgaire que Kingsman. Non, mais Kingsman, c'est un peu. On peut aussi le comparer au Jackie et Michel, quoi. Je veux dire. Et on a Miss Bobby qui dit mais c'est fun Logan Lucky, c'est du classique Soderbergh mais ça marche, c'est Ocean Eleven chez les Pecnos. Donc elle dit effectivement, tu as lu dans ses pensées, et elle dit et s'il te plaît on ne touche pas à Channing Tatum. Mais heureusement ça va, c'est pas le plus gros problème dans le film hein. Mais il y a 3 scènes qui m'ont fait rire quoi. La limite, quoi. Mais ça se veut pas une comédie, on se tape le cul. Mais ça se veut quoi? Mais ça se veut un film de casse, c'est écrit sur l'affiche. Mais le film de casse un mauvais film de casse, un film de casse avec un rythme pareil. Il aurait mieux fait de faire le même film, enlever le casse, et t'avais un très bon film social. Sauf que pas de chance, il a voulu refaire Ocean's Eleven chez les rednecks, et franchement, ça n'a parce que c'est très différent d'Ocean Eleven. Ocean Eleven, c'est vraiment, il y a un côté rythme, clinquant, machin, je t'en fous plein la vue, etc. Mais il refait les mêmes effets de montage, Non, c'est quand même très différent d'Ocean Eleven. Pour moi, on n'est pas du tout dans la même cam. Scénario, au départ, moi je pensais qu'il allait faire tout ça par rapport à sa fille. Pas du tout. Oui. Bon, là. Alors Non, mais là, on spoil un peu quand même. Oui, non, mais enfin, c'est un peu. C'est le début du film, donc. Oui, c'est vrai. C'est un peu un truc qui m'a. Mais je me suis dit, mais. En fait, moi je trouve qu'on a des personnages qui sont beaucoup plus creusés, qui sont beaucoup mieux écrits que ce qu'on pouvait voir dans tous les Ocean Eleven. Channing Tatum, il a un vrai personnage avec un passé, un présent. C'est des personnages qui sont approfondis. Je pense que la scénariste avait pondu un très bon script qui s'est retrouvé dans un réal. Entre les mains d'un réal qui a voulu faire son propre truc, qui a imposé toutes les pistes sociales, tous les personnages secondaires ont été intéressants. Soderbergh à la base devait juste produire le film. À la base, il ne devait pas le réaliser. Et finalement, il a tellement aimé le scénario qu'il s'est dit finalement, je vais le faire moi-même. Et il est sorti de sa retraite d'ailleurs, parce qu'il avait soi-disant arrêté le cinéma. Ça revient à ce que je dis, quoi. Non, parce que je pense pas qu'il a dénaturé le scénario d'origine. Hein. Pour moi, il a juste. En même temps, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Je veux dire, on s'en fout. Moi, je trouve que c'est un film très chouette. C'est intéressant, c'est plat. Et ça ne se prend pas au sérieux, comme dit Miss Bobby, ça ne se prend pas au sérieux. Encore que ça se prenne pas au sérieux, quoi, parce qu'il y a parce que c'est pas drôle. Je pensais que Daniel Craig serait. Mais ça se veut pas une comédie où on se bidonne, où quand je voyais le look improbable de Daniel Craig, je me suis dit, mais ça va être complètement déjanté le bonhomme. Oui, tu t'attends un peu à un côté un peu Guy Ritchie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Dieu merci, c'est pas du Guy Ritchie, quoi. Dieu merci, c'est pas de la merde. Bah, ça aurait pas fait de mal, hein. Oh, non, pitié, non, c'est pour ça. Non, mais c'est pour se taper les films de l'autocar, là. Non. Ça aurait pu être comme son premier Snatch qui était très bien. Non, mais moi, Guy Ritchie, je peux pas, c'est de l'esbrouf. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben pour moi, c'est pas de l'esbrouf, c'est un film simple, c'est un film humble, c'est justement. Soderbergh, c'est de l'esbrouf d'habitude. Et là, justement, ça en est pas. La moitié du casting, c'est des acteurs qui se veulent un peu indie sur les bords, tu vois, et tu me dis que c'est un film humble. Non. Et alors, tu peux très bien avoir des acteurs indie. Et encore, non, enfin, à part Adam Driver, on a quand même. Enfin, Channing Tatum et Daniel Craig, c'est un peu des acteurs bankable quand même. Mais justement. Oui, non, mais c'est pas. C'est le problème qu'il aille.
Du coup, j'ai pas compris ton histoire de Hindy. Qu'il aille refaire la même chose avec des vrais acteurs du cru, qui ont un vrai accent du Sud, pas un accent forcé. Oui, mais non, ça c'est dégueulasse. Mais faut arrêter avec ça. Mais non, c'est pas un argument. C'est très bien comment ça marche Hollywood. Quand tu veux faire un film, t'es obligé d'avoir des stars pour le vendre. Il marche sur son casting. Mais il faut bien. Mais c'est la réalité d'Hollywood. Ça a toujours été le problème de Soderbergh. Non, c'est surtout la réalité d'Hollywood. C'est que si tu veux monter un film, je suis désolé. C'était je mets plein de noms sur l'affiche et je fais un film tout pourri. Oui, mais ça a été ça. La réalité d'Hollywood, c'est que quand tu veux vendre un film, t'es obligé de mettre des stars dedans. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est la réalité d'Hollywood. J'arrête le Soderbergh. Oui, enfin en même temps, t'avais pas envie du tout d'y aller. Je m'ai forcé, je me sens très mal. Bon, on va s'engueuler sur un autre film parce qu'on va commencer à manquer de temps quand même au bout d'un moment. Pour celui-là, je me mets en retrait. Donc, concrètement, tu n'as pas aimé Logan Lucky, tu ne le conseilles pas. Tu n'as pas aimé Logan Lucky, tu ne le conseilles pas. J'ai adoré Logan Lucky et je vous le conseille. Pas. Voilà, donc non, je conseille. Pas. Il y a des gens sur Twitter qui appellent au sang, hein, donc je pense qu'on va pas tarder à se battre. Et là, je vais devenir le gros géant tout vert Hulk. Bien, on va enchaîner donc avec le dernier film de la semaine. Et le dernier film de la semaine, c'est une comédie française, ce qui n'a rien à voir avec Au revoir là-haut, hein, pour le coup, on va pas se mentir. C'est Épouse-moi mon pote. Alors, non pas la nouvelle comédie de Philippe Lachaud, mais de Tarek Boudali, l'acolyte de Philippe Lachaud. Philippe Lachaud joue dedans, donc après les babysitting, après alibi.com. C'est un peu la même bande qui se reforme, puisqu'on retrouve également Julien Arrouti, qui jouait déjà dans les films des deux autres, etc. Voilà, une comédie bien potache comme ils ont l'habitude de le faire. On va regarder la bande-annonce tout de suite et on en parle juste après. Les étudiants? Oui. Bienvenue en France. Fred, Yacine, j'habite en face. Je suis en panique pour le concours. Allez, viens, je te ferai un verre, ça te détend. Non, je vois pas d'accord. Ah merde, il est quelle heure? Vous ne vous êtes pas présenté au concours. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Tu veux bien m'épouser? C'est 15 000 €. Moi, je veux bien t'épouser. Je sais pas comment vous remercier. Pardon? Fred. Oui? Épouse-moi, mon pote. Quoi? Ça va, mon cœur? Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer. T'es d'accord pour te marier? Alors, oui. Mais... Je vous déclare Marie et Marie. Agent préfectoral du Sar. C'est un mariage blanc, non? Non. Des projets en commun? J'aimerais être enceinte. Il m'arrive des trucs de dingue en ce moment. T'es en train de te faire griller. Mais c'est pas possible, là, ça va trop loin. Comment on est stylé! Ou alors à 55. Hey, tu veux que je t'aide? Vends ton mari en plus? Épouse-moi mon pote, donc de Tarek Boudali. Sarah, tu l'as vu toi? Oui. Qu'en as-tu pensé? Alors, c'est très compliqué. En même temps, c'est un film de la bande à Fifi, hein, la fameuse. Donc, moi, de tout ce qui est Philippe Lachaud, généralement, j'ai du mal. Autant les films de Rim Kérissi, Paris à tout prix, Jour J, peut-être parce qu'il y a un côté plus féminin dedans, je préfère. Les babysitting et alibi.com, ça me branche pas du tout. Donc, j'ai quand même donné une chance à ce film-là. Bon, tu étais plus pugnace que moi. Je vais pas donner sa chance. Voilà. et en fait, bon, je suis quand même allée voir ce film-là et je suis un peu mitigée parce que d'un côté, on reprend la même recette, donc ça reste de l'humour un peu bas de plafond qui vise un public jeune, avec un sujet qui se veut un chouïa subversif, mais bon, pas trop non plus, et pour faire rire, qui arrive à point nommé pour les vacances. Donc si on aime les films de ce groupe de comédiens, bah, je pense que Épouse-moi mon pote va passer crème. Voilà. Après, moi de mon point de vue, il y a quand même des moments où j'ai été consternée par certains aspects. Il y a des moments dans le film, en fait, soit c'est des blagues qui fonctionnent pas, soit c'est du cliché qui est quand même parfois gênant, parce que là on est quand même sur du mariage gay, donc du coup ça reste vachement en surface dans le cliché. Alors pas le cliché trop insultant,
mais qui continue de véhiculer en fait des idées reçues sur l'homosexualité, sur la communauté gay, etc. Le côté un peu honteux d'être gay alors qu'on parle quand même du mariage pour tous. Donc oui, le problème c'est le public que ça vise. Voilà, et ce que je disais, c'est qu'effectivement, moi je l'ai vu, j'ai vu le film à La Défense, donc c'est dans une salle où il y avait beaucoup de jeunes du coin, et je trouve que c'est dommage d'avoir accès à ce genre de public, et plutôt que de faire évoluer les mentalités par rapport à l'homosexualité, de continuer à véhiculer des trucs genre embrasser un garçon c'est bizarre, c'est moche, ou alors tiens quand tu vas dans une boîte gay, après tout arrive, hein, mais le côté oui je veux sucer des bites et tout, j'adore ça machin. Oui, enfin. Oui, ils font dans la caricature très caricaturale, oui. Pour un public de gamins, quand même, c'est quand même triste de leur montrer ça. Et bah, tu vois, justement, moi j'avais une famille à côté de moi et j'ai senti qu'à côté, il y avait des moments où la mère regardait du côté de ses enfants en disant je vais avoir des problèmes, je vais devoir répondre à des questions gênantes ce soir, quoi. Parce que voilà, c'est sympa, ça se regarde bien, mais ça reste bête en fait. Ça reste bête, et puis je trouve que le casting, en fait, le duo Tariq Boudali et Philippe Lachaud donc, porte le film. Mais juste, pardon, j'ai réagi sur un truc que tu viens juste de dire. J'ai Benjamin dans l'oreillette, le réalisateur, qui me dit en même temps c'est pareil que Kingsman. Tu vois, les enfants, enfin tu vois, on se dit bon. Alors je pense qu'il y aura moins d'enfants dans une salle pour aller voir Kingsman, surtout les enfants jeunes comme je les ai vus dans la salle, parce que j'ai vraiment vu des gamins qui devaient avoir 10 ans, peut-être même un peu moins. Hein, donc je pense que là il y aura pas trop, il y a pas trop ça dans les salles de Kingsman 2. Sa fille a 10 ans, elle l'a vu. Ah bah bravo. Bravo. C'est vrai, on te félicite pas. Mais juste un petit point sur le casting. Donc, on a le duo principal qui porte le film, donc Philippe Lachaud fait du Philippe Lachaud, Tariq Boudali fait du Tariq Boudali. Voilà, et alors le reste du casting, j'étais un peu effarée quand même. Hein. T'as du très mauvais. Ouais. Du très mauvais, mais il y a quand même la présence de Fadza Bouyamed qu'on avait vu dans La Vache et qui nous offre un final génial. Magnifique. Bon, bah voilà, bah écoutez, si vous voulez aller voir Épouse-moi mon mot, moi personnellement je le conseille parce que je reconnais que je me suis marré. C'est très con, on va pas se mentir, c'est d'une débilité profonde. Mais c'est juste drôle, quoi. Enfin, c'est un délire entre potes. C'est le principe de tous les films de la bande à Fifi, de toute façon. C'est ce qui les fait marrer, eux, entre potes, le week-end, quand ils se font des soirées. Et bah, ils les mettent dans des films, ils en font des films, et finalement, ceux que ça fait rire, tant mieux, les autres, tant pis, je pense qu'ils s'en fichent, en fait. Mais bon. Oui. En tout cas, voilà. Juste un petit mot avant de se quitter sur quand même les autres sorties de la semaine. On a Des bobines et des hommes, un documentaire sur une usine de textile mise en redressement judiciaire, et on a suivi les derniers mois des employés de cette usine. C'est un très très beau documentaire d'ailleurs. Brooklyn Yiddish sur un père récemment veuf qui tente de prouver qu'il peut élever son fils seul dans les respects des règles de sa communauté. C'était le prix du jury au festival de Deauville. Pour le réconfort, le film de l'acteur Vincent Macaigne, un drame que tu avais vu. Voilà, qui est mon coup de si tu veux nous en parler, 30 secondes. 30 secondes, ce sont des prestations d'acteurs sur une chronique, dans le cadre d'une chronique sociale très dans l'air du temps, et donc franchement ça mérite d'être vu parce que c'est fait avec 3 bouts de ficelle et franchement c'est ton coup de cœur de la semaine. D'accord, bon bah voilà, allez voir Pour le réconfort sur les conseils de Julien. Et si jamais vous n'aimez pas le film, Julien est sur Twitter. Et Opération Casse-Noisette 2, donc la suite du dessin animé qui avait cartonné il y a je sais plus, 2-3 ans je crois. C'est mon coup de cœur de la semaine. T'imagines le truc, on oublie complètement Revoir là-haut, et en fait non, allez voir Opération Casse-Noisette 2. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des sorties de la semaine, donc voilà, il y a plutôt des choses à aller voir quand même, entre Thor, Au revoir là-haut, Logan Lucky. Non. Pour le réconfort. Juste petit point Twitter avant de finir, on a Daniel qui nous dit pas trop fan des films de la bande à Fifi, mais cette bande annonce lui donne envie, et sinon il avait très envie qu'on se batte apparemment, mais sans se faire mal. Donc, voilà. On va dire que c'était de la bagarre sans se faire mal. C'était une espèce de, tu sais, comme l'espèce de petite bagarre comme ça. Voilà. Bon, eh ben merci de nous avoir suivis, merci Sarah d'être venue et de nous avoir éclairé évidemment sur le MCU. Merci Julien pour tout. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine et allez voir des films.